pas grand mérite, puisque bon, je suis issu du sérail, comme on dit, donc, puisque mon papa, que j'ai la chance d'avoir toujours, 87 ans, jouait de la batterie. Donc comme il était toujours parti, j'ai été élevé par mes grands-parents. Et lorsque mon père venait nous voir, enfin on se voyait très souvent bien entendu, il amenait souvent sa batterie pour la nettoyer à la campagne. Et donc petit à petit, je suis tombé en amour avec cet instrument. Alors je ne me suis pas posé la question. J'ai tout de suite joué comme ça. Alors mon père, voyant que je n'étais pas anti-doué, il a commencé à m'apprendre quelques rudiments. Et après, j'ai laissé. J'ai été jusqu'au certificat d'études à l'école, c'était pas très brillant. Après, j'ai fait une école technique, non plus. Après, j'ai fait le carrossier, le mécanicien. Parce que mon grand-père, à cette époque-là, avait enfin, il croyait beaucoup à l'essence et à la mécanique et à la voiture et au développement, parce qu'il avait raison d'ailleurs. Donc, il dit, garagiste, c'est mieux que musicien. Et finalement, mon père, ça lui a tellement fait de peine qu'il m'a trouvé une place. Je devais avoir 14 ans à la sortie de l'école. Donc j'ai commencé ma carrière à 14 ans sans toujours me poser de questions, donc en faisant le thé dans un hôtel à Nice où toutes les après-midi on jouait. Donc c'était super sympa. Voilà, j'ai commencé comme ça et là j'ai été remarqué par une dame qui cherchait un batteur justement pour les chats sauvages. Lorsque je suis arrivé à Paris, j'ai rencontré une multitude de musiciens. Donc déjà à cette époque-là, j'ai rencontré, il y avait déjà Christian Mander, il y avait déjà toute une équipe de mecs. On parlait tout à l'heure de ce pauvre Prévotaille et Prévotaille. Il y avait toute une équipe, il y avait Charles Benaroche. Et donc je me suis fait une équipe de copains. Il y avait Jacques Dutronc qui sortait de l'armée. On était tous dans un hôtel de passe qui nous virait la journée où on était la nuit. Et là, j'ai vraiment commencé à m'intéresser aux batteurs. Alors on parlait, tu sais, parce qu'à Nice j'étais un peu tout seul. Et là, il y avait toute une équipe de jeunes. Alors évidemment, le maître mot, c'est la passion. Passionné pour un instrument. Pourquoi ? Sans exagérer, on était vraiment passionnés de ça. Donc, alors après, ma vie professionnelle en tant que telle, vraiment, qui m'a vraiment construit, c'était le passage chez Aimé Barelli à Monte-Carlo. Donc après, donc j'avais 18 ans. Et là c'était vraiment un truc hyper sérieux. Il était très à cheval sur déjà le tempo, et donc ça a été une école absolument fantastique. En plus, il m'aimait bien, et donc il a été fantastique avec moi. Et les 3 ans que j'ai passé chez lui, c'était comme un rêve, parce qu'on était dans un endroit magique. On jouait, il y avait 4 orchestres dans cet endroit, au Sporting de Monte-Carlo, 2 grands orchestres, 2 petits orchestres, dont un où jouait mon père, et où jouait Claude François aussi d'ailleurs. Et c'était très instructif, super constructif, instructif, au niveau musical, au niveau d'apprendre la vie, de la musique et de la vie tout court, parce qu'on était confronté à des personnes qui étaient très exigeantes sur la qualité, sur la beauté du geste, il fallait être bien habillé, les gens avaient des belles voitures, on avait plaisir à se mettre en costume, ce qui m'a passé depuis des années. Et c'était vraiment extra. Il y avait des attractions qui venaient toutes les semaines, alors du monde entier, avec les plus grands chanteurs, les plus grands acrobates. Et c'était vraiment une époque extraordinaire. Pendant qu'on était chez Aimé Barelli, on a monté un groupe avec des musiciens de l'orchestre et d'autres musiciens à Nice, parce qu'il faut dire qu'à Nice, il y a toujours eu beaucoup de musiciens. Et on avait monté un groupe, donc, et quand on est parti de chez Aimé Barelli, on est allé en Italie, on a été engagé par un chanteur américain, et après ces 3 ans, je suis venu à Paris. Mais j'avais la confiance du patron du studio d'Avou, Yves Chamberlain, qui m'avait passé les clés, et donc on a fait ce fameux disque là avec les trocs, avec des musiciens absolument extraordinaires, et aussi moi le rêve de ma vie en fait c'était de jouer du jazz, parce qu'en fait si tu veux, en dehors de mon père qui m'a mis vraiment le pied à l'étrier, qui m'a fait aimer la musique, parce que lui il considère toujours que faire de la musique c'était pas un truc marrant, quoi. C'était pas un truc avec les copains on fait le bœuf, on s'amuse, c'est rigolo. Non, c'était un truc grave. Et encore maintenant,
quelquefois ça me sert, mais ça me pèse, parce qu'avant de jouer, j'ai toujours le trac, j'étais toujours... et ce que j'adorais, c'était jouer du jazz. Donc je poursuivais, je courais après mon rêve, et en arrivant à Paris, tout de suite, j'ai été faire le bœuf, et on m'a tout de suite engagé pour jouer dans des clubs. Donc je passais effectivement mes journées au studio, pas tout de suite, parce que j'ai d'abord été engagé au Lido, et j'ai fait le Moulin Rouge, le Lido, le Casino de Paris, un peu, mais pas très longtemps, parce que c'était quand même assez... C'était dur, et c'était pas ce que je voulais faire non plus. Donc le studio me permettait de vivre, et puis je sortais, tous les soirs j'allais jouer. Alors je jouais avec tous les mecs de passage, au Chat qui pêche. C'est là que j'ai rencontré, alors on met toujours Stan Getz effectivement, Dexter Gordon, oui, mais aussi beaucoup de musiciens français. Il y avait Daniel Humer bien entendu, mais alors là, une petite parenthèse, Daniel Humer, ça a été un type qui, quand j'étais gosse et que j'étais avec les Chats Sauvages, comme on se voyait chez Pathé Marconi, parce que lui répétait avec Solal et nous on passait des heures à enregistrer des disques pour les Chats Sauvages, il m'a invité plusieurs fois au Caméléon, et là il jouait avec Ponty et Eddie Louis. Et souvent il m'a fait jouer, et je ne le remercierai jamais assez, d'ailleurs il le sait. Je lui dis toujours merci Daniel de m'avoir fait jouer, parce que ça me regonflait, ça me donnait un moral d'enfer. Écoute, je n'ai jamais souffert de la moindre pression ou de la moindre remarque. Tous ces gens-là ont été fantastiques avec moi. Et comme il y avait du boulot pour tout le monde, j'ai commencé à remplacer les uns les autres, et puis après j'ai fait ma place, mais sans arrière-pensée, puisque c'était pas ma finalité, c'était pas de devenir un requin de studio, c'était de jouer du jazz. Pour parler du jazz, moi je dois dire que ça a toujours été mon rêve. Je sais pas pourquoi, parce que quand j'ai commencé à écouter de la musique, mon père avait 2 ou 3 disques, tu sais, parce que bon, évidemment, à cette époque-là, sur le Tepaz, et il y avait, comme par hasard, il y avait Oscar Peterson, il y avait le disque de Buderich, il y avait un disque qui m'a vraiment convaincu, c'était surtout la pochette. C'était un disque de Art Blakey, un disque, tu sais, je sais plus comment il s'appelle, où tu sais, il avait une tête comme ça, où il riait, tu vois, je dis, ouais, c'est ça qu'il faut faire, quoi, tu vois. Et il avait aussi Ella Fitzgerald, il avait tous ces grands chanteurs, Frank Sinatra, que j'adore. Et le rêve de ma vie, ça a toujours été ça, c'est jouer du jazz, je sais pas pourquoi. Et je dois dire que jusqu'à ce que je sois malade, j'ai fait un peu tout. Et après, j'ai décidé de prendre ma vie en main pour ça. Disant, ben, je vais essayer Et ça a fonctionné, et je dois dire que pas une seule seconde j'ai regretté. Et alors évidemment, je ne suis pas un jazzeux puriste qui supporte pas. Moi, j'adore toutes les musiques, tu vois. Donc, on peut tout jazzifier. Et je remercie le ciel de m'avoir donné l'occasion de pouvoir m'investir dans cette musique.